Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui 21 octobre 2018 et nous allons donc intervenir sur un thème en rapport toujours avec la santé. Avant donc d'entrer dans nos propos, permettez qu'on se pose une question. Les troubles de santé dont on parle aujourd'hui, est-ce un mythe ou une réalité? La question mérite son sens dans la mesure où nous avons l'impression que la santé, les troubles de santé dont on parle, ne sont pas à l'ordre du jour. L'humanité tout entière préfère être préoccupée par autre chose que d'être préoccupée par les troubles de santé. Le diabète, l'hypertension, l'athérosclérose, l'insuffisance rénale et j'en passe sont tout autres troubles qui méritent aujourd'hui d'attirer notre attention. Dans la mesure où ces troubles commencent d'abord par passer sous silence et lorsque ces troubles se manifestent, pour la plupart du temps, il est très difficile de revenir en arrière. Mythe ou réalité? Pour ceux qui vont considérer que c'est une réalité, comme moi d'ailleurs, je vous invite à continuer cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour ceux naturellement qui vont considérer que c'est un mythe, vous pouvez ne plus continuer la vidéo. Vous pouvez tout simplement zapper. Mais prenez soin de partager la vidéo parce que vous pourrez sauver quelqu'un. Prenez soin de partager sur tous les réseaux sociaux, partager sur tous les outils informatiques que vous pourrez partager pour que les gens aujourd'hui prennent conscience de cet état des faits. Je suis Yoboué Kwaku, conseiller en santé préventive nutritionniste, et le thème que vous allez découvrir tout à l'heure est d'autant plus important que encore tout le monde devait être préoccupé, tout le monde devait être assis devant son écran en train de regarder cette formation, de regarder cette vidéo. Nous avons donné de nombreuses conférences, nous avons participé à plusieurs campagnes de sensibilisation, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la tâche est grande, il faut que nous prenions tout simplement conscience. Thème du jour, les troubles urogénitaux, cas de l'infertilité et la nutrition appropriée. Voici donc ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Alors, il faut avoir d'abord, en termes de santé, nous avons une polémique. Et cette polémique, c'est autour de 2 points. Selon Hippocrate, aujourd'hui donc le père de la médecine, donc cela date de 500 ans avant Jésus-Christ. Selon ce savant, le corps humain fonctionne avec des aliments, avec nos aliments, et naturellement, lorsque nos aliments respectent les normes du corps humain, le corps va les utiliser et puis les utiliser pour parfaire son fonctionnement, les utiliser pour réparer tous les troubles. Et selon lui donc, notre médicament devrait en principe être notre nourriture. La preuve, les gens qui suivaient cette théorie, par le passé, ceux qui suivaient cette théorie pouvaient vivre pendant longtemps, 100 ans, 200 ans, 300 ans, et j'en passe. Selon la médecine moderne, donc la deuxième idée, tout ce qui est comme nutriment, tout ce qui est comme élément nécessaire au corps humain peut être réinventé, peut être fabriqué de façon chimique, afin que cela soit apporté au corps quand le corps manifeste le besoin. D'accord? Là aussi, la médecine moderne a sa raison d'être, dans la mesure où il y a beaucoup de maladies dont la médecine est quand même venue à bout. Je veux parler de la poliomyélite par exemple, je veux parler de l'herpès par exemple, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, voici les 2 polémiques. En ce qui nous concerne, les 2 sont complémentaires. Parce que la santé va commencer à la maison. Parce que la santé va commencer dans nos assiettes. Alors, on n'a pas besoin d'être médecin pour manger. Dans cette mesure, il faudrait que la santé, selon Hippocrate, concerne tous. Il faudrait que la santé, selon Hippocrate, concerne tous. La santé, selon la médecine moderne, elle est l'affaire des médecins. Mais avant même d'en arriver aux médecins, on peut faire quelque chose pour entretenir et préserver sa santé. Le corps humain est une machine et cette machine a besoin d'autonomie. En tant que machine autonome, le corps humain est conçu pour remplacer elle-même, sinon lui-même, ses pièces. Donc c'est une machine qui est conçue pour remplacer elle-même ses pièces. La peau, par exemple, n'a que 2 semaines de vie maximum. Donc chaque 2 semaines, notre peau va utiliser nos aliments pour se remplacer. La muqueuse utérine à travers les menstrues chez la femme va durer en moyenne 30 jours. Les papilles de la langue vont durer en moyenne 10 jours, les os 10 ans, le foie 1 an, c'est-à-dire 365 jours, et ainsi de suite. Alors, nous devons tous avoir des organes qui respectent cette norme. Et parlant donc d'organisation du corps humain, c'est en fait 11 sous-machines. Le corps humain est une machine, mais cette machine est aussi composée de sous-machines. Si je peux m'exprimer ainsi, qu'on appelle les systèmes. On en a 11. Dans le système cardiovasculaire, le cœur,
les vaisseaux sanguins, la circulation du sang. Le système digestif, donc nos aliments, les transformer en éléments utilisables par le corps. Le système respiratoire, apporter l'oxygène et rejeter le gaz carbonique. Le système urinaire, filtrer notre sang et y ôter toute impureté, filtrer, enlever tout ce qui pourrait nous causer des dommages. Le système immunitaire, nous protéger en temps réel contre les agressions extérieures. Le système reproducteur, qui est aujourd'hui l'objet de notre intervention. Le système reproducteur, donc, permet la procréation. Le système tégumentaire, le système osseux, le système musculaire et enfin le système nerveux. Voilà en somme les 11 systèmes. Et ces 11 systèmes vont fonctionner de façon synchronisée. Et donc, dans ce fonctionnement synchronisé, il y a quand même une notion très importante, les hormones. Les hormones vont permettre une communication en temps réel entre les différents organes. Lorsque la vessie est pleine, c'est le cerveau qui va ordonner à la vessie de signaler. Sinon, le cerveau va signaler, vous dit que la vessie est pleine, donc il faut aller uriner. Lorsque on doit avoir des rapports sexuels, le cerveau va communiquer avec certains organes, les muscles érectiles, les testicules par exemple, afin que ceux-ci se mettent en activité. Lorsqu'une femme, et ainsi de suite. Donc, les hormones vont permettre un bon fonctionnement du corps humain. En ce qui concerne le fonctionnement du corps, de l'appareil urogénital, donc chez l'homme, voici comment cet appareil est fonctionné. Excusez-moi, j'arrête le son. Bon, je mets le son, oui. L'activité sexuelle et la reproduction. Le pénis est un organe cylindrique dans l'intérieur duquel se trouvent des tissus érectiles. Enveloppés par le scrotum, les testicules sont les glandes chargées d'élaborer les hormones sexuelles, ainsi que les spermatozoïdes. L'appareil génital interne est constitué de canaux conduisant les spermatozoïdes à l'extérieur. Suite à un stimulus érotique, les tissus érectiles se remplissent de sang. Le pénis se dresse et les testicules remontent. Au point culminant de l'orgasme se produit l'éjaculation, une série de contractions spasmodiques qui éjectent à l'extérieur le sperme dans des conduits par où se déversent en même temps les sécrétions des vésicules séminales et de la prostate. Alors, après l'éjaculation, le pénis redevient flasque. Voici donc, de façon générale, le fonctionnement j'allais dire, de l'appareil génital masculin. Et donc, voici là, nous avons les deux testicules qui vont produire les spermatozoïdes. Et à travers ce conduit, les spermatozoïdes seront évacués lors des rapports sexuels, lorsqu'il y a érection. Et on comprend donc parfaitement que là, c'est la vessie. Et donc, l'urine qui est stockée dans la vessie aussi sera évacuée par le même canal. Du coup, il se crée un carrefour ici. Et c'est au niveau de ce carrefour que va se situer un organe très important qu'on appelle la prostate. Donc les acteurs, ce sont les testicules, la prostate, les canaux et puis le pénis. Alors cet organe aussi, la prostate, est très important parce que lorsque la prostate se porte bien, on urine correctement, on peut éjaculer correctement. Mais lorsqu'on agresse la prostate et qu'il y a une inflammation de cette dernière, alors nous avons une difficulté à uriner et même à évacuer tout simplement les spermatozoïdes. Et c'est pourquoi, en termes de médecine, les gens vont songer à placer des sondes pour évacuer tout simplement l'urine. En un mot, l'appareil génital chez l'homme est chargé donc de la production des gamètes, il s'agit donc des spermatozoïdes, la production d'hormones, la testostérone. Pour son bon fonctionnement, il faudrait que les spermatozoïdes soient de qualité, et aussi la quantité aussi doit être bonne parce que en fait chaque jour la production des spermatozoïdes est continue chez l'homme et donc il y a une nécessité de nutriments. Il faudrait qu'il y ait une bonne érection, il faudrait aussi une bonne production hormonale comme je disais tantôt, un bon flux sanguin, une prostate rajeunissante et des voies d'évacuation qui sont sans obstacle. Et voilà en fait quelques éléments que nous pouvons noter sur l'appareil génital de l'homme. Et ensuite, nous allons aller vers l'appareil génital de la femme. Et donc, contrairement à l'appareil génital de l'homme, qui est pratiquement sur une grande partie externe, chez la femme, la quasi-totalité est interne. À commencer par là, le vagin, donc la cavité vaginale, qui est en fait un milieu vivant, parce que c'est par là que la reproduction va commencer. C'est par là que les spermatozoïdes seront déversés. Et si les spermatozoïdes sont déversés, il faudrait que les conditions du vagin soient favorables, n'est-ce pas, au déplacement des spermatozoïdes. Donc c'est vraiment important, c'est un premier endroit dont il faut prendre soin. Donc après,
la cavité vaginale, vous avez là le col de l'utérus et enfin l'utérus. Donc voilà, ici là, c'est le vagin, le col de l'utérus, puis l'utérus, la trompe et puis l'ovaire au bout de la trompe. C'est l'ovaire qui va produire donc l'ovocyte, si vous voulez, l'ovule, qui va procéder, qui va fusionner, sinon qui va fusionner avec le spermatozoïde pour donner ce qu'on appelle un œuf. Voici généralement donc les acteurs, le clitoris, le vagin, le col de l'utérus, la trompe, les ovaires sont des acteurs dans tout simplement l'appareil chez la femme, donc la reproduction chez la femme. C'est vraiment important. Et donc pour résumer, le rôle c'est de produire des gamètes, donc les ovules. Le rôle, c'est de produire des hormones, l'œstrogène et la progestérone. Pour un bon fonctionnement, il faudrait que les ovaires soient fonctionnels. Il faudrait que la femme aussi ait une bonne érection à partir tout simplement du clitoris. Il faudrait qu'il y ait une bonne production hormonale pour que la communication soit faite. Il faudrait qu'il y ait un bon flux sanguin. Et si vous avez remarqué, à chaque condition, il y a des nutriments, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des éléments que nous pouvons trouver dans nos aliments pour assurer cela. Quand je parle de bonne érection, que ce soit chez l'homme comme chez la femme, nous avons le glucose qu'on trouve dans les aliments riches en glucides, donc les féculents, les céréales. Nous avons le calcium, nous avons le sodium, qui sont des éléments qui vont aider à une bonne érection. Si nous prenons par exemple le bon flux sanguin, nous avons la L-arginine que nous allons trouver dans certains fruits et légumes qui vont nous aider aussi à avoir un bon flux sanguin. En un mot, nos aliments doivent nous permettre d'assurer de très bons organes de reproduction. Les troubles de reproduction, les troubles auxquels nous sommes confrontés tous les jours, il s'agit de l'infertilité de façon générale, il s'agit des troubles érectiles, voilà, donc l'érection qui n'est pas bonne, il s'agit de troubles hormonaux, donc tout le phénomène ne se passe pas bien, que ce soit l'érection, que ce soit la menstruation. Il s'agit des troubles des menstrues, soit c'est douloureux, soit il y a absence, soit il y a irrégularité. Il s'agit aussi des grossesses temporaires, la grossesse qui fait 2-3 mois et qui tombe. Il s'agit aussi de l'accouchement difficile, donc les césariennes auxquelles on assiste aujourd'hui. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a plus de césariennes qu'avant. Voilà, et donc, il faut faire très attention à ces différents troubles. Raison pour laquelle nous faisons d'ailleurs cette formation. Alors, comment nous en sommes arrivés là? Comment nous en sommes arrivés là? Il faut savoir que nos aliments aujourd'hui qui ne répondent pas aux normes du corps humain vont être une cause vraiment importante. Il faut aussi énumérer les perturbateurs endocriniens qui envahissent notre quotidien. Partout dans nos maisons, nous sommes confrontés aux perturbateurs endocriniens et parfois par ignorance, nous les consommons, nous les adoptons. Alors voici donc la première partie de notre élément et la deuxième partie vous sera donc donnée à la suite de cette première partie. Mais sachez que déjà, il est important de savoir ce qui précède et très prochainement, dans les heures qui viennent, vous allez avoir la seconde partie de notre élément sur les troubles liés donc à la reproduction chez l'homme et chez la femme. Je vous remercie donc pour votre aimable attention. Pour ceux qui ont suivi, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas de nous suivre, suivez-nous chaque fois. Nous allons communiquer et nous allons régler beaucoup de choses. Alors, bon dimanche à vous, excellent, paix et amour partout autour de vous. Au revoir.